Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Le Premier ministre britannique David Cameron appelle les parlementaires britanniques à voter les frappes aériennes en Syrie. Des parlementaires qui, je vous le rappelle, avaient refusé ce vote pour ces frappes aériennes en août 2013. Mais cette fois, eh bien, ils devraient donner leur feu vert. De son côté, le Bundestag allemand devrait également voter pour l'envoi de 1200 soldats allemands. La coalition contre l'organisation de l'État islamique s'élargit. Mais quelle est la cohérence de ces actions sur le terrain? Une coordination va-t-elle se mettre en place? Les dissensions entre alliés, et elles sont énormes aujourd'hui, vont-elles disparaître pour combattre un ennemi commun, l'organisation de l'État islamique? Voilà les questions que nous allons poser ce soir à nos invités. À vous, Agnès Levallois, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes consultante spécialiste du Moyen-Orient. Avec nous, Pierre Conessa, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po et ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Ahmed Kattab, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, journaliste syrien, et Jeremy Stubbs, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes président du Parti conservateur britannique à Paris. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter votre Premier ministre, David Cameron, mais également son opposant, le leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, qui est, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, contre ces frappes aériennes sur la Syrie, mais qui n'a pas donné de consigne de vote à son parti. On écoute les deux hommes. C'est une question simple qui est au cœur du débat aujourd'hui. Nous devons faire face à une menace fondamentale à notre sécurité. Le groupe État islamique a brutalement assassiné des otages britanniques. Ils ont inspiré les pires attaques terroristes contre des citoyens britanniques depuis le 7 juillet 2007 sur des plages de Tunisie. Et ils ont tenté de mener atrocité après atrocité dans nos rues, ici chez nous. Donc cette menace est bien réelle et la question est celle-ci. Allons-nous travailler avec nos alliés pour mettre fin à cette menace et allons-nous poursuivre ces terroristes chez eux, de là où ils planifient de tuer des citoyens britanniques, ou attendons-nous qu'ils nous attaquent? Le Premier ministre doit comprendre que l'opinion publique est de plus en plus opposée à ce que je nommerais une ruée irréfléchie vers la guerre. Et il veut que le Parlement vote avant que l'opinion publique n'y soit encore plus opposée. Jeremy Stubbs, vous pensez que David Cameron va obtenir sans problème le feu vert des parlementaires britanniques? Il va obtenir le feu vert, c'est sûr. Ce qu'il voulait, je pense, c'était un consensus très large. Donc le consensus sera peut-être moins large qu'il ne l'espérait au début, mais il sera là. Il sera là. Comment expliquer que le Royaume-Uni frappe aujourd'hui l'Irak, mais ne frappe pas la Syrie? Pour quelle raison? Nous savons que nous nous sommes tous mis à frapper l'Irak l'année dernière. Et d'autres nations ont étendu leurs opérations vers la Syrie. La Grande-Bretagne, non. Mais nous en sommes là aujourd'hui. Il faut demander au public et au Parlement ce qu'il en pense d'abord. Pourquoi vous n'avez pas voulu frapper la Syrie, justement, élargir ses frappes, comme par exemple la France l'a fait? Pour quelle raison? La France, a une motivation beaucoup plus directe. Au Royaume-Uni, on a déjà essayé d'intervenir en Syrie. David Cameron est allé devant le Parlement en 2013 et il a essuyé un refus. Donc cela montre qu'on ne peut pas étendre facilement les opérations au Royaume-Uni, aux Syries, pardon. Donc, il est obligé... Est-ce qu'il y a un problème de légitimité aussi? Parce qu'il y a eu un appel du gouvernement irakien, ce qui n'est pas le cas du gouvernement syrien. C'est ce qui pose aujourd'hui, c'est ce qui a posé problème, en tout cas, vous pensez aux Britanniques, la question de la légitimité, Agnès Levallois? C'est la vraie question qui se pose quand même. C'est vrai que cette coalition a été mise sur pied à la demande du gouvernement irakien. Donc, tout le monde est allé en Irak bombarder les bases de Daesh. Après, certains ont estimé qu'il fallait effectivement aller en Syrie parce que ça n'avait pas de sens de s'arrêter à la frontière, parce que pour l'organisation d'État islamique, il n'y a pas de frontière entre la Syrie et l'Irak, mais ça posait la question de savoir comment intervenir en Syrie. Est-ce qu'on le fait en dehors de toute légalité internationale? Et est-ce que d'intervenir en Syrie, c'était l'idée aussi défendue par les Français, est-ce que du coup ça pouvait soutenir cette manière ou conforter le président Bachar el-Assad, ce qui n'était pas l'objectif des Français. Alors qu'on sait que les Russes, eux, interviennent en Syrie parce qu'ils viennent à la demande du gouvernement syrien. Donc c'est vrai que cette question d'appel de gouvernement sur place peut donner une certaine légitimité ou non à ces interventions. Ahmed Kattab, est-ce que vous vous félicitez de peut-être ce feu vert ce soir, mais visiblement on s'y dirige, en tout cas de l'entrée de la Grande-Bretagne dans cette coalition et de l'Allemagne?
Bien sûr, en principe, il faut se féliciter de ça parce qu'il faut que chaque puissance occidentale, chaque puissance responsable, c'est-à-dire s'acquitte de ses responsabilités vis-à-vis de ce qui se passe, du drame qui se déroule au Moyen-Orient. Mais le problème, c'est le problème pas là, à mon avis. La question, c'est dans les coalitions même. Il y a 3 coalitions actuellement. Et dans le ciel syrien, si je peux m'exprimer ainsi, dans le ciel syrien, on pourrait parler de salon de Bourget, aéronautique de Bourget, mais dans le ciel syrien. Toutes sortes d'avions, et on ne sait pas qui c'est qui frappe. Et le problème aussi, c'est dans la conception de la coalition. Il n'y a pas une résolution des Nations Unies. Il n'est pas tout à fait légitime. Lorsqu'un gouvernement comme le gouvernement syrien, que nous considérons illégitime, illégal, et sauvage, et barbare, et dictatorial, etc., lorsqu'il demande, ce n'est pas légitime. Lorsqu'il y a un gouvernement, il faut que le gouvernement d'abord soit légitime. Quelqu'un qui bombarde son peuple, quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait en Syrie, n'est pas légitime dans toutes les lois. On va en parler, ça, justement, de la question de Bachar al-Assad, parce que c'est au centre de nombreuses dans dissensions. Les agissements, les faits et les gestes de la coalition elle-même. Pierre Conessa, est-ce que cette mobilisation, justement, de tous ces pays, est-ce qu'elle peut changer la donne sur le terrain? Parce qu'il y a quand même déjà eu 8000, je crois, 300 frappes qui ont été menées sur le territoire irakien et sur le territoire syrien. Et pour l'instant, l'organisation de l'État islamique est toujours aussi bien implantée. C'est-à-dire, quand vous utilisez l'expression de tous ces États, moi je remarque que ce sont essentiellement les États occidentaux. C'est-à-dire qu'on renforce le caractère de croisade qu'a déjà l'Alliance aujourd'hui qui frappe Daesh. Un chiffre très simple, il y a 15 États à peu près dans les forces alliées qui frappent sur Daesh. Il n'y a que 5 États arabes, c'est-à-dire en fait pour l'essentiel la Jordanie et le Maroc, et les 3 autres étant des États du Golfe. Et si on ne prend que l'Arabie Saoudite met à peu près autant d'avions que le Danemark et la Hollande additionnés. On ne peut pas dire que ce soit un effort de défense disproportionné. Par contre, au Yémen, vous avez une alliance de 10 pays arabes qui tapent sur les chiites. Alors, moi, je me pose la question, est-ce qu'il faut renforcer le caractère de croisade, qui est évidemment l'élément de propagande essentiel de Daesh pour recruter ici? Donc, je remarque que notre président a fait le tour du monde, c'est-à-dire essentiellement les capitales occidentales. Il n'est allé dans aucune capitale arabe. Et donc, on est en train de partir sur une erreur stratégique immense. Voilà. Jérémy Stapp, justement, c'est intéressant ce que vient de dire Pierre Conessa, parce que vous avez quand même le souvenir de la guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, je pense surtout à l'Irak. On se posait aussi la question de la légitimité, ce qui explique aussi peut-être que les Britanniques ont freiné des 4 frères en 2013. Et il y a la question des opinions publiques aussi, le fait justement qu'il n'y ait pas d'armée arabe au sein de cette coalition, en tout cas peut-être pas suffisamment. Est-ce que c'est pas un problème là encore? Est-ce qu'on risque pas finalement de refaire les mêmes erreurs qu'on a faites en Irak? C'est vrai, et tout le monde au Parlement aujourd'hui est en train de dire qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Peut-être qu'on va en faire de nouvelles, je ne sais pas. Mais par exemple, sur la légitimité, nous avons lu dans la presse britannique aujourd'hui un appel vibrant du roi Abdullah de Jordanie pour qu'on se range du côté des alliés. Donc, c'est une invitation, comme l'a dit Pierre, ça ne va pas très loin, mais c'est quand même quelque chose. Ensuite, nous avons cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous invite, je n'ai pas la traduction française, mais à éradiquer le havre, en quelque sorte, de l'organisation de l'État islamique. Exactement. Donc, il y a des éléments là. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut trouver une coalition des coalitions. Et nous en sommes très très loin, je n'ai pas besoin de vous le dire. L'action britannique aujourd'hui, c'est juste un petit pas. Agnès Levallois. Ce qui me paraît quand même important quand on parle de cette coalition, c'est quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on veut faire. Alors qu'on veuille bombarder les bases de cette organisation terroriste, oui, je pense que tout le monde est d'accord. Mais ça ne rime à rien si, évidemment, il n'y a pas trop au sol. Et ça ne rime à rien si, en même temps, il n'y a pas une solution politique qui est vraiment mise sur la table et de façon cohérente. Puisqu'on sait très bien qu'une partie des jeunes qui vont rejoindre cette organisation le font parce qu'ils veulent rejoindre cette organisation pour lutter contre le régime de Bachar el-Assad. Souvenez-vous, les premiers jeunes qui sont partis d'Occident ou de Tunisie, c'était pour accompagner les combattants de cette organisation pour lutter contre le gouvernement de Bachar el-Assad. Après, il y a eu toute la dimension terroriste en Europe. Mais si on ne tarit pas la source qui fait qu'un certain nombre de personnes veulent rejoindre cette organisation, on va pas arriver à une solution. Donc la solution militaire, pourquoi pas? Et encore, il faudrait
sérieusement la définir pour faire parce que quoi là, et dans quel objectif. ça vous donne un sentiment quand même de désorganisation, de désordre. En tout cas, c'est le sentiment que l'on a de l'extérieur, qu'il n'y a pas de stratégie commune. Soyons très clairs. Si aujourd'hui on veut faire la coalition unique telle que présentée par notre président, à savoir de travailler avec les Russes. D'ailleurs, on ne parle plus de coalition, aujourd'hui on parle de coordination. Quand il va s'agir de définir les cibles visées par cette coalition, comment va-t-on se mettre d'accord entre la coalition menée par les Américains et avec les Russes, en sachant que les Russes, pour l'instant, depuis le début de l'intervention en Syrie, ont frappé essentiellement des groupes qui sont des groupes opposants à Bachar el-Assad et absolument pas les bases de Daesh. Alors que nous, quand je dis nous, Américains, Français, nous sommes en Syrie, officiellement, pour détruire les bases de Daesh. Donc, comment se mettre d'accord entre les Russes et cette coalition qui existe déjà sur la nature des cibles et qui va-t-on frapper? Je ne suis pas du tout sûre qu'on arrive à un accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de parler de coalition? D'ailleurs, il y a eu un glissement sémantique, on parle de coordination. Je crois qu'on s'est rendu compte que la coalition, ça serait très difficile à mettre en place. Mais concrètement, comment on va pouvoir se mettre d'accord sur ces fameuses cibles pour pas simplement parler, mais agir sur le terrain? Et je crois qu'on ne peut absolument pas dissocier ça du volet politique, diplomatique, sinon ça n'a, à mon avis, absolument aucun sens. Justement, Pierre Conessa, est-ce qu'il y a un minimum de coordination qui va être mise en place sur le terrain? Parce que si on regarde bien un peu les uns les autres, on apprend hier que Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a annoncé des frappes sur la Syrie, mais alors contre le Hezbollah. Vous le disiez, la Russie, elle tape pas uniquement l'organisation de l'État islamique, mais aussi des opposants, d'autres groupes rebelles syriens. La France, elle est ciblée sur l'organisation de l'État islamique. On a l'impression d'un grand cafouillage, qu'il n'y a pas en tout cas d'ennemis communs, un seul et unique ennemi sur le terrain. Mais il n'y a pas de cafouillage, il y a simplement 4 guerres en une. C'est-à-dire vous avez la guerre des Turcs contre les Kurdes, vous avez la guerre d'Al-Nosra contre Al-Qaïda, vous avez la guerre des sunnites contre les chiites, et par-dessus tout ça, vous avez les chevaliers blancs occidentaux qui arrivent pour mettre de l'ordre là-dedans. Et maintenant, vous avez les Russes, et je ferai remarquer qu'il y a 50 imams saoudiens qui ont fait une fatwa pour appeler tous les musulmans à combattre les Russes, parce que les Russes leur laissent un souvenir, vous savez, le communisme, l'Afghanistan, etc. Donc, il n'y a aucune coalition possible. Il y a une coordination indispensable parce qu'il vaut mieux ne pas abattre les avions de gens qui sont grosso modo dans votre camp. Mais vous avez vu l'incident avec les Turcs, qui est un accident volontaire. Parce que vous pensez que les avions turcs passent leur temps à violer le ciel grec. Il n'y a pas d'avions turcs qui sont abattus tous les jours. Donc là, il y a un accident qui a été voulu parce que Erdogan ne peut pas accepter de se battre contre d'autres musulmans. C'est pas possible. Donc on a mis les pieds dans une guerre qui n'est pas la nôtre. J'insiste là-dessus, nous n'avons pas de responsabilité dans cette guerre. Par contre, on est en train de devenir co-belligérant. Et vous pensez qu'on ne devrait pas y aller? En d'autres termes, Pierre Conessa, vous pensez que c'était pas notre rôle, c'est pas notre rôle d'y aller, nous, Européens? Non. Quand vous voyez sur un site salafiste 1000 morts à Gaza, on ne fait rien, 4 occidentaux égorgés, on envoie l'armée, vous avez la raison de la motivation de nos jeunes qui partent là-bas. On a un double standard qui devient particulièrement criant dans la région. Si on devait résoudre un problème, ça pourrait être éventuellement que les 49 ans passés par les Syriens sous occupation israélienne puissent trouver une solution. Or, ce n'est pas le sujet du moment. On diabolise Daesh, avec raison, qui est une rétorsion militaire tout à fait normale, mais avec un calendrier de départ mettant les États arabes devant leurs responsabilités. La Jordanie proteste pour une raison simple, ils ont 600 000 réfugiés. Les États du Golfe n'en ont accueilli aucun. Le Liban, 4 millions d'habitants, a 1 million de réfugiés. Les États du Golfe, aucun. Donc, on fait la guerre à leur place. Les États du Golfe ne peuvent absolument pas recevoir le moindre réfugié parce que, comme ils n'ont pas de légitimité politique, c'est évident que s'ils acceptent sur leur territoire des centaines de milliers de réfugiés syriens, pour beaucoup d'entre eux qui sont politisés, c'est évident qu'un régime comme l'Arabie Saoudite va se sentir immédiatement déstabilisé et donc là, le risque est tellement grand qu'ils préfèrent donner de l'argent, mais surtout, effectivement, ne recevoir personne sur leur territoire. Et donc là, ça pose une autre question qui est la question de la légitimité ou de l'absence de légitimité de ces régimes et du coup de la réaction qui vient de cela. Mais c'est la diplomatie européenne qui doit agir dans ce cas. C'est-à-dire venir expliquer qu'on est en train de se battre entre Européens pour savoir combien de réfugiés on va prendre, alors qu'on n'a aucune voix européenne. Si, le Danois a dit ça, que les pays du Golfe devaient prendre leur part de responsabilité. Le ministre koweïti a eu une phrase extraordinaire, il a dit « On n'accueille pas de réfugiés syriens parce que le niveau de vie est tellement élevé ici qu'ils ne pourraient pas tenir. » Oui. Ahmed Kattab, quand vous entendez Pierre Conessa qui dit que finalement on a peut-être nous, Européens, Occidentaux, rien à faire dans cette guerre, que c'est les pays arabes qui devraient être aujourd'hui en première ligne, comment vous réagissez justement en tant que Syrien, alors que ça fait bientôt 5 ans que le pays est en guerre? Je suis d'accord, oui et non, si vous voulez. Je suis d'accord dans une certaine mesure, ce n'est pas votre affaire, c'est directement.
c'est notre affaire, c'est l'affaire des peuples de la région. Chaque peuple doit s'acquitter de ses devoirs, de ses responsabilités. Mais quand même, il y a une responsabilité morale, parce qu'à superpuissance, super responsabilité. La France est une puissance, les États-Unis, donc c'est ça la loi. C'est pas moi qui ai fait la loi internationale. La superpuissance, on ne peut pas demander à la Somalie, par exemple, de s'acquitter, d'agir comme la France ou l'Angleterre ou les États-Unis. Mais il y a un aspect tout à l'heure, c'est la crédibilité de ces coalitions. Le problème, c'est-à-dire les belles paroles sont là toujours. Hein. Tout le monde parle de Daesh. Ça me rappelle un verset dans l'Évangile, Martha, Martha, en arabe, Martha, Martha, vous dites beaucoup de choses, mais vous visez une seule chose. Vous dites, ils disent beaucoup Daesh, Daesh, mais chacun vise un objectif à part. Par exemple, la crédibilité. Dès les débuts, les Américains ont commencé à prendre fait et cause pour les Kurdes en Syrie. Ils parachutent des armes et des munitions. Et les Kurdes ont un projet qui peut-être ne colle pas tout à fait avec le projet patriotique et national du peuple syrien. Les Russes, tout de suite, ils commencent à taper sur les populations civiles et sur l'armée libre. Les Turcs, ils tapent qui? Tous parlent de Daesh, mais les Turcs, ils tapent les Kurdes. Vous voyez? Et les Israéliens tapent Hezbollah. Où est la crédibilité? Il n'y a pas, c'est une cacophonie, franchement, j'ai honte franchement, en tant que citoyen du monde, j'ai honte du niveau, c'est-à-dire auquel est descendue les relations internationales et la communauté internationale. Non, le problème, c'est que tout le monde fait ça. sa guerre Donc, sur le terrain syrien. Ils n'ont pas beaucoup de crédibilité, ils n'ont pas les pratiques sur le terrain. Jeremy Stubbs, quand vous entendez Pierre Conessa qui dit finalement, nous, Européens, c'est pas à nous d'y aller, c'est aux pays arabes. Quand vous entendez ce que vient de dire Ahmed Kattab à l'instant, et ce que relayait Agnès Levallois aussi, c'est-à-dire que finalement, chacun fait sa guerre sur le territoire syrien, chacun finalement désigne son ennemi, qui n'est pas nécessairement cet ennemi commun qu'est l'organisation de l'État islamique. Franchement, vous avez envie d'y aller ce soir? Personnellement, je suis prêt, non. Ce qui est sûr, c'est que ça a l'air d'être une croisade, mais ce n'en est pas une. Ce n'est même pas une croisade, parce qu'il est évident que nous ne voulons pas y aller. Nous y allons vraiment à contre-cœur. Ce débat au Parlement britannique est l'expression suprême de cette non-volonté d'y aller, cette réticence. Donc on sent qu'on devrait faire quelque chose, mais on cherche à faire le minimum acceptable. La Grande-Bretagne répond à des appels de ses alliés en ce moment, c'est la France. Finalement, voilà, vous faites, entre guillemets, plaisir à la France après ce qu'on a subi, ces attentats. C'est finalement un geste plus de solidarité qu'un geste de conviction? Dans une grande mesure, c'est un geste de solidarité, mais il ne faut pas oublier que les Britanniques ont été frappés, par exemple, en Tunisie cette année. Donc, c'est une empathie parfaitement compréhensible, sinon prévisible. Je pense que, surtout, c'est le ticket d'entrée des grandes discussions qu'il y aura dans les jours et les semaines à venir. Que donneront ces discussions? Je n'en sais pas. Vous voulez dire les discussions politiques, hein? Notamment cette réunion à Vienne qui est prévue là pour le 18 décembre et que c'est important que l'Union européenne ait aussi son mot à dire dans ces discussions? En partie, mais aussi les discussions entre les membres de ces coalitions ou coordinations ou quel que soit le... Il faut être à la table de discussion. C'est ça l'essentiel. Allez, on fait une petite pause de temps du rappel des titres. On va reparler de ces dissensions entre les alliés. Et on va parler aussi ce qu'évoquait Agnès Levallois tout à l'heure, c'est-à-dire la solution politique avec ce gros point de divergence, toujours le même. Est-ce que Bachar el-Assad doit faire partie de cette transition politique ou est-ce qu'il doit en être absent? On se retrouve dans un instant. À tout de suite.